Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois toujours à Biarritz, en ayant retrouvé mon Archie bien-aimé, qui allait enfin venir partager ma vie au petit plaisir. J'avais donc dû dire adieu à Kanoa, mon bel hawaïen, auquel je garderai toujours une place dans mon cœur. Après le départ de Kanoa de Biarritz, nous ressentîmes tous un vide immense, tant cet homme adorable avait su trouver sa place auprès de chacun des membres de la famille. Les enfants parlaient de lui toute la journée, et Iris avait du vague à l'âme. Maman, elle, essayait de changer de sujet à chaque fois qu'on prononçait son nom, sachant que mon choix était fait et que Archie nous rejoindrait au château dès le début du mois de septembre. Les seuls à être parfaitement guirés étaient ma grand-mère Épiphanie et mon grand-oncle Igor, qui, après un mois et demi de cure au terme salin, était dans une forme olympique, détendue et tonifiée à la fois. Bien qu'étant plus âgé qu'Épiphanie, Igor avait rajeuni depuis qu'il était arrivé dans notre famille, et tous les deux avaient des fous rires à n'en plus finir comme de jeunes collégiens. Sans en parler ouvertement, maman et moi nous posions la question de savoir si cette amitié aurait légèrement évolué vers un sentiment plus tendre. Mais notre pudeur nous empêchait de poser la question aux intéressés, et d'ailleurs cela ne regardait qu'eux. Mes enfants, eux, étaient splendides à la fin de ce mois d'août 1929, bronzés comme des petits brugnons, les joues rebondies et les corps agiles, enfin du moins pour Rocky, Flora et Saskia, car mon petit Tao, qui avait 1 an et demi, avait plutôt l'air d'un Bouddha repu de l'Empire céleste en miniature. Après le 15 août, cependant, le temps changea rapidement. Les orages tonnaient dans la soirée et on sentait que l'été allait se terminer et les villas de bord de mer ainsi que les hôtels se vidaient peu à peu. La fin de la saison estivale me déprimait toujours au plus haut point, car je trouvais que le sentiment du temps qui passe se trouvait exacerbé à ce moment-là, lorsque les jours commençaient insensiblement à raccourcir, les températures à fraîchir, et que la sensation de liberté totale du corps et de l'esprit que l'on avait au bord de la mer faisait place à une sorte de reconditionnement pour revenir à la vraie vie. Cela dit, j'étais bien consciente que ma vraie vie, à moi, ne ressemblait pas exactement à celle de tout le monde, et que je jouissais d'une liberté rarissime que beaucoup de femmes m'auraient enviée. En 1929, en effet, très peu de Français avaient la chance de partir en vacances. Et je me souviens parfaitement que 7 ans plus tard, au moment de la création des congés payés en 1936, je m'étais réjouie au plus haut point que le plaisir de marcher pieds nus dans le sable, de déguster des fruits de mer sur la plage, de voir ses enfants s'ébattre en riant dans l'eau, ne soit plus réservé à une élite. Nous décidâmes de rentrer au château le 20 août pour accueillir Marmaduke, Sergei et Kwon, le gang des papas, comme les appelait Flora. Je n'avais pas encore osé annoncer aux enfants qu'Archie viendrait vivre avec nous, car j'avais tout de même peur qu'il soit un peu perdu avec ce défilé d'hommes dans ma vie. Les seuls en la confidence étaient maman et son mari Mike, à qui elle avait confié mon secret et qui était très heureux pour moi. C'est donc à la fois terriblement impatiente de commencer cette nouvelle vie et un peu inquiète des réactions potentielles que j'embarquai tout mon petit monde pour rentrer à la maison. Et comme Mike et moi conduisions chacun une voiture, les longs trajets me permirent de me calmer et de me dire que j'allais peut-être enfin accéder à une existence plus stable. Après une étape d'une nuit à La Rochelle, comme à l'aller, nous arrivâmes enfin au petit plaisir. Et comme à chaque fois lorsque nous franchîmes les grilles pour découvrir la longue allée, le parc et le château, aussi majestueux que chaleureux, nous eûmes tous un soupir d'émerveillement et d'aise. Nous étions rentrés dans notre royaume magique, où nous fûmes immédiatement accueillis par Attila, Marie-Thérèse, Jeffrey, Sidonie et Hippolyte, fidèles au poste comme si nous étions partis la veille. Chacun d'eux semblait bien avoir profité de l'été, et nous étions tous contents de retrouver nos marques. Le gang des papas arriva 2 jours plus tard, et ce fut un tourbillon de rires, de cris, de jeux et de courses à n'en plus finir, le tout dans un méli-mélo linguistique duquel fusaient des bribes d'Américains, de Russes, de Chinois et de Français. Les pères de mes enfants étaient tous les trois dans le même esprit. Ils souhaitaient avant tout le bonheur des petits, y compris de Flora, qui n'était la fille d'aucun d'entre eux, mais envers laquelle ils redoublaient d'attention. Mon aînée, Finaude, avait d'ailleurs compris tout le bénéfice qu'elle pouvait tirer d'avoir 3 papas de substitution pour elle toute seule. Ces hommes que tout différenciés, qui en temps normal ne seraient probablement jamais devenus proches, avaient finalement trouvé un équilibre fabuleux, duquel était née une amitié extrêmement touchante. Et lorsque je les voyais jouer ensemble au tennis ou au ballon avec les enfants, ou encore avoir de grandes discussions enflammées mais toujours constructives sur l'état du monde, je me disais que ma famille, pas tout à fait comme les autres, fonctionnait quand même assez bien. De surcroît, les relations que j'avais avec chacun d'eux étaient très claires. Du côté de Sergueï, bien sûr, plus aucune ambiguïté avec moi depuis qu'il avait Fabio dans sa vie. En ce qui concernait Marmaduke et Kwon, je sentais bien qu'il aurait suffi d'un regard un peu appuyé de ma part pour que leur bonne éducation s'efface gentiment devant le mal qui sommeillait entre eux, même si le premier était marié avec sa Texane et le second engagé auprès d'une jeune chinoise. Mais ce regard, je ne l'avais jamais fait, même avant qu'Archie ne revienne dans ma vie, car il aurait pu rompre ce bel équilibre. Et en parlant d'Archie, nous arrivâmes vite au début du mois de septembre et un matin, il me téléphona d'Écosse pour me dire qu'il avait réussi à tout organiser pour déplacer la plupart de ses activités en France, de manière à venir habiter avec moi la majeure partie du temps et à ne retourner en Angleterre ou en Écosse que lorsque c'était absolument nécessaire. Puis après un petit soupir de contentement, il m'annonça qu'il arrivait le lendemain. Je ne parvenais pas à y croire. Ce rêve d'une vie avec lui allait se réaliser.
Je fonçai à la cuisine pour voir maman, qui exceptionnellement n'était pas au bureau, et je lui appris la nouvelle. Elle était enchantée et m'embrassa tendrement. Puis elle me dit qu'il allait quand même falloir mettre toute la maison au courant au plus vite si Archie débarquait le lendemain dans ma vie et dans mon lit. D'un coup, cela me sembla plus difficile que prévu. Elle me conseilla d'attendre le déjeuner afin que nous soyons tous réunis pour que je puisse faire mon annonce une fois pour toutes. C'est pourquoi, au moment du dessert, je fis teinter mon verre pour demander un peu d'attention à la tablée joyeuse et chahutante. Sidonie venait de servir les îles flottantes et j'étais aussi tremblante que les blancs sur leur lit de crème anglaise. Tous les regards étaient tournés vers moi et je m'adressais en priorité aux enfants car ils seraient les premiers concernés une fois leurs papas respectifs partis. Je commençais donc doucement en leur disant que, depuis quelques années, je connaissais un monsieur, très gentil, écossais. « Ah oui, Archie, me coupa Flora. Tu devais te marier avec lui une fois. » Aïe. Rocky poursuivit. « Les Écossais mettent des jupes, et Canoa aussi. » Déglutition difficile de ma part. « Moi, je le connais pas, » enchaîna Saskia, « mais on veut pas d'autre papa à la maison. » Et sur ce, mon petit Tao dans sa chaise haute fit un rot prodigieux qui semblait marquer son approbation. Ah non, bon, ça commençait mal. Puis le gang des papas se mit à réagir en me demandant chacun leur tour si je connaissais déjà cet Archie au moment où je roucoulais avec eux. Moment extrêmement délicat. Ensuite, Épiphanie me demanda quand et où je l'avais revu pour qu'il change d'avis comme ça et me revienne alors qu'il m'avait quitté avec pertes et fracas puisque j'étais enceinte d'un autre. Oh là là, nouvelle réaction des papas. D'un autre? Mais de qui? De lui? De moi? De qui? Igor, malin, me demanda si par hasard c'était à Biarritz que je l'avais croisé, et je fus obligée d'avouer qu'en effet, je l'avais revu là-bas et que nous avions réalisé que notre amour était toujours aussi fort, qu'il n'y avait à présent plus d'obstacles nous empêchant d'être ensemble. Nouvelle réaction de Flora, furieuse, demandant si elle et ses frères et sœurs étaient des obstacles en question. Oh mon Dieu, tout ça prenait une tournure catastrophique. Je n'eus même pas le temps de commencer à lui répondre qu'Iris, la douce Iris, sortit de sa réserve habituelle pour me demander d'une manière très rude si c'était à cause du retour de cet Archie que Canoa avait dû repartir. Et lorsqu'il me fallut répondre à cette question devant toutes les pères Dieu, me regardant d'un air accusateur, j'eus un léger moment de flottement. Heureusement, maman me vint en aide, en expliquant doucement que l'amour était une chose très compliquée et totalement imprévisible, et que le lien qui m'unissait à Archie était très particulier, mais elle fut à nouveau interrompue par Flora. « Maman, depuis quand tu le connais ?» Alors là, je ne flottais même plus, je sombrais. Impossible de lui dire que je l'avais connu quand Max, son papa, était encore en vie. Elle ne me l'aurait jamais pardonné, et elle aurait eu raison. Ma grand-mère, sentant le danger, intervint en expliquant à Flora que nous avions rencontré Archie tous ensemble à une soirée chez Claudine et Andrew, 1 an environ après le décès de son papa. Ma fille sembla un peu soulagée, et de mon côté, même si j'étais désespérée d'avoir approuvé le mensonge de ma grand-mère, je me dis que cette vérité-là ne ferait de bien à personne, et qu'il fallait donc la taire. Après avoir perdu pied un moment, je me repris et je tâchai de convaincre la tablée qu'Archie était un homme formidable et très respectueux, qui trouverait sa place en douceur au sein de la famille et que sa venue ne troublerait en rien l'équilibre que nous avions trouvé. Le gang des papas maugréait un peu, et je savais bien qu'ils craignaient d'être supplantés dans le cœur de leur enfant par un homme qui serait au quotidien à leur côté alors qu'il ne pouvait être présent ponctuellement. Pour apaiser tout le monde, je leur dis qu'Archie arrivait le lendemain et qu'ils pourraient donc tous juger par eux-mêmes du genre d'homme qu'il était et de la confiance qu'ils pouvaient lui accorder. Pauvre Archie, qui allait une fois de plus débarquer la fleur au fusil, pensant trouver sa bien-aimée sur le perron à l'attendre fébrilement, avec ses enfants souriants et accueillants. Il allait hélas se retrouver face à 4 bambins hostiles et 3 pères prêts à lui faire passer une série d'épreuves pour juger de son aptitude ou pas à côtoyer leurs rejetons. J'espérais qu'il n'allait pas faire immédiatement demi-tour à son avion. Après le déjeuner au cours duquel j'avais fait mon annonce, la journée se passa dans une drôle d'ambiance. Et le soir venu, au moment du coucher des enfants, je dus déployer des trésors de douceur, d'attention et d'ingéniosité afin de les rassurer le plus possible. Le lendemain, vers midi, Archie posa son appareil sur le terrain d'aviation. Je m'avançai assez devant pour l'accueillir, un peu inquiète. Cependant, à la seconde où il me prit dans ses bras, toutes mes craintes furent dissipées, et j'eus le sentiment délicieux d'avoir enfin récupéré ma moitié. En marchant vers le château, je crus toutefois bon de lui expliquer quel comité d'accueil l'attendait. Lorsqu'il comprit que 3 des hommes avec lesquels j'avais eu un enfant étaient là, je crus qu'il allait défaillir et je m'accrochai vivement à sa veste d'aviateur au cas où il aurait eu des velléités de repartir en courant. Pourtant, après quelques minutes de digestion des diverses informations que je venais de lui fournir, il me regarda dans les yeux et me dit « Bon, Zéna, ça fait vraiment longtemps qu'on s'attend tous les deux. Alors crois-moi, ça va bien se passer. Il n'y a pas de choix. » Et effectivement, tout se passa incroyablement bien. Archie avait un tel charme naturel, une telle bonne humeur et faisait preuve d'une telle attention aux autres qu'il fit la conquête de mes enfants en un rien de temps et qu'il devint vite le 4e mousquetaire du gang des papas,
s'intégrant en un instant à leur jeu divers et saupoudrant les discussions de son humour pince sans rire, typiquement anglo-saxon qui enchantait tout le monde. Tant et si bien que 8 jours après son arrivée, au moment où les enfants devaient retourner à l'école et les papas repartir chez eux, tout le monde pleurait et ne souhaitait qu'une chose, se retrouver au plus vite pour revivre ces instants enchantés. Fin septembre, une nouvelle vie commença donc pour moi au Petit Plaisir, une vie sereine et joyeuse, entourée de tout ce que j'aimais, et au-dessus de laquelle je sentais aussi planer l'âme bienveillante de mes chers disparus, mon grand-père, mon père et Max. Mes enfants grandissant, j'avais un peu plus de temps libre, et cela tombait bien, car un directeur de théâtre parisien, qui avait assisté quelques années plus tôt à la comédie musicale que j'avais écrite et que nous avions donnée aux Folies Bergères, me contacta et me demanda si j'accepterais d'écrire un spectacle pour son théâtre. Il s'agissait cette fois-ci d'une comédie pour 8 personnages dans le style d'une pièce de boulevard, dans laquelle je devais insérer des morceaux musicaux comme le faisait Sacha Guitry avec Albert Wilmetz. Ce projet m'excita au plus haut point, car même si j'adorais travailler avec ma nombreuse troupe du Chœur des Lumières, il n'était pas toujours facile d'écrire pour un nombre si important de rôles, et de surcroît, il fallait que je sois très vigilante sur l'équilibre des répliques pour chacun, afin d'éviter les jalousies et les plaintes. J'ai été donc ravie d'avoir carte blanche pour un chassé-croisé amoureux entre 4 couples sur le thème classique du vaudeville, avec mari, femme, amant, domestique et enfants cachés. Je décidai de ponctuer le tout d'airs d'opéra et d'opérette de manière à faire un spectacle enlevé et joyeux. Je me mis donc à écrire d'arrache-pied, tandis qu'Archie, lui, travaillait aux côtés d'Andrew, le mari de Claudine, car ce dernier avait non seulement développé de manière spectaculaire l'école d'aviation créée par mon grand-père, mais il avait de surcroît mis sur pied une usine de pièces détachées destinée à l'aéronautique qui fonctionnait à plein régime. Tous les deux croulaient donc sous le travail, et mon amoureux ne repartait que très rarement en Angleterre ou en Écosse. Cependant, il tenait absolument à m'emmener rapidement chez lui dans les Highlands pour me faire découvrir son pays, et je repoussais sans cesse ce moment car je craignais de rencontrer sa famille qui aurait sûrement préféré qu'il épouse l'horrible Millicent plutôt que de se mettre en ménage avec une Française dévergondée, mère de 4 enfants. Lorsqu'on est heureux, les jours filent encore plus vite que d'habitude, et nous fûmes rapidement à la fin d'octobre 1929. Cela faisait quelque temps que je me sentais un peu patraque en me levant, et que les habituels toasts beurrés de Sidonie me paraissaient moins appétissants qu'à l'accoutumée. Pour avoir été enceinte déjà 4 fois, je reconnaissais bien les symptômes, mais j'attendis la confirmation de notre médecin de famille pour déposer un matin dans l'assiette de petit déjeuner d'Archie un dessin représentant un bébé dans un avion qui disait « Hello Daddy, j'arrive par le vol du 15 juin, j'espère que tu seras là pour m'attendre ». Lorsqu'il s'assit à sa table, déplia sa serviette et vit le dessin, le silence qui s'ensuivit fut si long que je commençai à m'inquiéter. Puis soudain, il se leva en faisant tomber sa chaise, me souleva dans les bras et entama une danse écossaise assez semblable à la danse du scalp chez les peaux-rouges, en hurlant sa joie si fort que 2 minutes plus tard, toute la maisonnée arrivait en courant. Ce fut un déferlement de joie car tout le monde adorait Archie, et l'idée d'un nouvel enfant qui viendrait agrandir la sémillante fratrie enchantait les grands et les petits. Pour Archie, le mariage s'imposait au plus vite, et nous prîmes donc nos dispositions pour essayer de l'organiser avant Noël, ce qui nous fit nous activer encore plus que d'habitude. Quelques jours plus tard, Archie et moi nous étions levés particulièrement tôt, car nous avions chacun une grosse journée de travail avant de partir en week-end avec les enfants le lendemain. Nous prenions donc notre petit déjeuner au lit vers 6 heures du matin, lorsqu'Hippolyte frappa à la porte de la chambre en insistant, ce qui n'était pas du tout son style. Il s'excusa de nous déranger, mais il me dit que mon cousin Titus était au téléphone et que c'était très urgent. Mon sang ne fit qu'un tour et je craignis immédiatement qu'il fût arrivé quelque chose à l'un des jumeaux, à Tancred ou à Jenny ou Barbara. J'enfilai donc à la hâte un peignoir et je descendis dans le bureau prendre le récepteur. Lorsque j'entendis Titus au bout du fil, il me demanda d'une voix blanche si j'avais lu les journaux. Je lui répondis que pas encore, car il était encore très tôt chez nous. Il me dit alors que la bourse de Wall Street s'était effondrée à New York et que des milliers de gens étaient ruinés, au point que certains se suicidaient en se jetant des gratte-ciel. Tancred et lui avaient tout misé sur la bourse dans l'euphorie des années précédentes, et mon cousin me dit en pleurant qu'en un jour ils avaient tout perdu. Ils n'avaient plus rien. Comme je ne comprenais pas exactement tout le fonctionnement de l'appareil boursier, j'avais du mal à croire à l'ampleur du désastre dont il me parlait. Toutefois, j'allais immédiatement réveiller maman et Mike pour leur passer Titus au plus vite, car les lignes téléphoniques commençaient à être saturées. Et c'est en voyant la panique de Mike, qui en quelques mots avait compris la catastrophe, que je réalisai que le temps de l'insouciance s'envolait à nouveau. Ce jeudi 24 octobre 1929, qu'on appellerait bientôt le jeudi noir, eut lieu le plus grand krach boursier qui allait ruiner et jeter à la rue des centaines de milliers de personnes, provoquant une énorme crise économique dont les répercussions mondiales conduiraient ensuite à la Grande Dépression, ce qui bouleversa l'ordre international et fit le lit de la Seconde Guerre mondiale. L'onde de choc que provoqua cet effondrement boursier eut des conséquences dans la vie de chacun, quel que soit son niveau social, et notre vie au petit plaisir allait aussi s'en trouver transformée. Oui, Archie, oui, ça a été terrible. Et vous vous rappelez très bien des gens désespérés, oui, moi aussi. Et je vous raconterai la prochaine fois comment nous avons fait au château notre possible pour aider ceux qui en avaient besoin. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.